Très bien, bonjour à tous. Désolé pour ce léger retard. Et bien, je vous propose de commencer. Donc, merci à tous d'être venus. Je me présente, Olivier Roux. Je m'occupe de l'offre digitalisation à Octo et je suis très content de vous accueillir ce matin pour vous en parler et puis partager avec vous ce sujet, une définition qu'on vous propose, mais qui sera aussi l'occasion pour vous de nous dire ce que vous en pensez. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, l'autre Olivier, puisqu'il y aura deux Olivier pour vous ce matin, souhaitait vous poser une question. Bonjour, alors je me présente, je m'appelle Olivier Carr, je suis consultant senior, je suis dans l'équipe transformation digitale avec Olivier. Alors pour commencer, on va parler de digitalisation, révolution digitale. J'aimerais vous poser une petite question. Si je vous dis digitalisation, révolution digitale, si vous avez un mot-clé à me citer, quel serait-il? À quoi ça vous fait penser naturellement? Mobile pour monsieur? Start-up? D'autres idées? Innovation? Messieurs? Un mot-clé? Itération? Smartphone, j'ai entendu? Capteur? Qu'est-ce qu'on a d'autre? À quoi ça vous fait penser? Usage? Numérisation? Objet connecté? Ah, il y en a deux. Changement sociétal? Monsieur le directeur? Pas de mots-clés? Aucun avis? Des idées? Des mots-clés? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Digital? Digitalisation? Nouveau modèle économique? D'autres choses qui vous viennent à l'esprit? Plateforme? Ok. Donc on voit un certain nombre de mots-clés. Alors je suis content, on n'a pas eu doigt ou quelque chose comme ça pour le digital. Donc ce qu'on voit déjà en posant la question sur les mots-clés qui viennent à l'esprit, c'est qu'il y a déjà un certain nombre de mots-clés différents. Quand on parle de digitalisation, révolution digitale, ce genre de choses, suivant à qui on s'adresse, on ne parle pas forcément de la même chose. Donc ce qu'on va faire ce matin avec Olivier, on va essayer de vous poser une définition, notre définition du digital et tout ce qui vient avec, tout ce qui vient derrière. Alors, pour commencer cette matinée, après cette petite série de mots, et vous verrez que nombre d'entre eux se retrouveront dans notre présentation, je vous propose de commencer par trois moments clés pour vous montrer l'ampleur de cette révolution, selon nous, que nous traversons. Premier moment clé, qui ne devrait pas vous surprendre, mais c'est déjà hier. C'est déjà hier parce que ces objets qui ont 6 ans, le premier smartphone date de 2008, sont devenus complètement mainstream, standard, habituels pour nous. On les utilise aujourd'hui jusqu'à 150 fois par jour en moyenne. 150 fois par jour, un objet qui n'existait pas il y a seulement 6 ans. 150 fois par jour, autant vous dire que ça explique pourquoi dans certains sondages, quand on demande aux Français ou à d'autres d'ailleurs, parce que la tendance est mondiale, s'ils accepteraient de se séparer de cet objet, eh bien ils préfèrent sacrifier des activités parfois qui paraîtraient beaucoup plus humaines et intéressantes. Donc ça, c'est un premier temps fort, mais pour nous, c'est déjà hier, même s'il faut reconnaître, et on le verra par rapport à tous les exemples que vous présentera après Olivier, qu'il est à la base d'un grand nombre des innovations qui nous touchent aujourd'hui. Pour le deuxième moment clé, je vous propose d'accueillir dans cette salle, en tout cas par voix interposée, Samantha West. I'm calling about an online request you once made about health insurance coverage. We work with all major companies and compare all the rates for you. I can get you a quote in about 5 minutes, okay? Are you a robot? I am a real person. Can you hear me okay? I can hear you just fine, but you sound like a robot. I understand. Can we continue? Sure. Are you currently on Medicare? No. Why are the questions so personal?
We received your online application for health insurance, and if you're still looking for affordable health insurance with excellent coverage, we can give you a free quote. Why should I give my information to you? I understand, but we do work with all carriers, and I can get you a low rate. Getting a quote will only take a minute, okay? You really do sound like a robot. I am a real person. Maybe we have a bad connection. I'm sorry about that. Are you sure? Yes. Sure. I'm gonna hang up now. Okay. Have a nice day. Thank you. Alors, désolé si vous ne l'avez pas bien entendu, je vais essayer de vous l'expliquer. Donc, il s'agit d'une conversation entre Samantha West, donc un téléopérateur qui est réellement un robot, qui fait de la prospection pour une assurance santé, vous avez peut-être entendu Medicare aux États-Unis, et qui discute avec un journaliste du Times. Donc si vous êtes intéressé par l'extrait, il suffit de chercher ces mots-clés, vous allez le retrouver. Donc on s'aperçoit de quoi? Donc aujourd'hui, on est capable, cet extrait date de décembre 2013, cette conversation. Aujourd'hui, on est capable de donner la possibilité à des robots, enfin à des voix en tout cas, d'avoir suffisamment de conversation, suffisamment d'intelligence pour faire de la prospection de produits d'assurance. Alors, il s'agit juste de la phase préliminaire, évidemment, elle pose quelques questions, mais imaginez le potentiel de cette technologie quand on voit le nombre de personnes qu'il faut utiliser pour faire du démarchage en grand nombre, pour identifier des prospects intéressés, bien sûr qu'il faudra ensuite contacter par des vrais opérateurs, des vrais conseillers pour aller plus dans le détail. Alors ça a fait un petit peu scandale, elle a été retirée depuis, on s'aperçoit quand même que c'est quasiment parfait, la conversation est assez fluide, et c'est finalement uniquement au moment de la question existentielle, pardon, êtes-vous un robot, qu'il y a alors soit un bug, soit une volonté du programmateur de ne pas mentir, mais qu'elle est mise en difficulté et qu'elle préfère botter en touche en disant que la connexion est probablement mauvaise. Mais en tout cas, on voit que cette technologie est quasiment mature et qu'elle envahira, si elle n'a pas déjà envahi sans que nous le sachions, nos quotidiens. Le troisième moment clé pour vous montrer l'ampleur de cette transformation de nos quotidiens que nous traversons aujourd'hui, vous l'avez probablement plus vu par contre, j'ai choisi cet exemple-là. À travers cet exemple-là, d'ailleurs, je tenais à rendre hommage à tous ces objets qui vont déferler, pour ne pas dire qu'ils ont déjà déferlé dans nos vies, mais en tout cas celui-là est quand même d'une ampleur qui s'annonce à nouveau sans précédent. Donc, Google a dévoilé son nouveau prototype de Google Car il y a quelques semaines. Et vous vous apercevez d'ailleurs qu'entre le design qui est à droite et puis la réalisation, c'est quand même pas mal, c'est quand même très proche. Les premiers essais, pour ceux qui ont vu la vidéo, sont assez bluffants, en tout cas très prometteurs. Et le message, alors c'est d'ailleurs pour ça que je suis arrivé un peu en retard ce matin, on peut imaginer que le jour où Paris sera équipé de ce type de véhicule, les présentations commenceront en temps et en heure. Et en tout cas, deuxième bonne nouvelle avec ce genre d'innovation, une prédiction d'un docteur en robotique qui dit que pour lui, nos enfants d'aujourd'hui n'apprendront jamais à conduire. Donc c'est une bonne nouvelle, vous n'aurez pas à payer de permis de conduire ni d'accident a priori avec ce type de technologie. En tout cas, on s'aperçoit, c'est pour ça qu'on l'a mis demain matin, que c'est déjà là. On aura l'occasion au cours de cette présentation de vous présenter d'autres objets, d'autres possibilités, mais quand on voit déjà ce qu'ils sont capables de faire à travers la démonstration, on se dit que on n'attendra probablement pas 18 ans donc, pour les voir dans nos rues. Donc ces trois moments qui finalement tirent pleinement parti d'une vague qui a commencé avec l'arrivée d'Internet à la fin des années 90, mais qui fournissait une infrastructure, des bases, mais seulement
ces bases n'étaient pas pleinement exploitées, faute de technologies d'ordre plus avancé, suffisamment matures. Et cette décennie ou ces 15 ans qui se sont découlés depuis la fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui ont été le moment d'une constante et régulière progression de ces opportunités, de ces technologies, pour arriver aujourd'hui à un moment où l'on estime que tout est réuni. On a parlé tout à l'heure à travers ces mots, et ça le montre bien, tout ce qu'on peut faire, tout est réuni pour qu'on voit de grands bouleversements dans nos sociétés. Et finalement, et c'est pour ça que j'avais choisi ce titre, c'est pas sans rappeler ce qui s'est passé à d'autres époques, d'autres moments où nos quotidiens ont été bouleversés grâce à des innovations, grâce à des inventions humaines. Et donc la définition de la digitalisation, celle qu'on vous propose pour cette matinée, et d'ailleurs je pense que c'est aussi l'occasion pour vous de nous dire si vous la partagez. Nous définissons la digitalisation finalement comme un ensemble d'impacts, tous les impacts, qui viennent challenger, repousser les limites de l'entreprise et des organisations, du fait que les gens, c'est-à-dire nous en tant qu'utilisateurs, nous en tant que clients, les objets, on l'a vu à travers l'exemple de Google, mais on en verra d'autres, soient interconnectés tout le temps, partout et en permanence. En permanence, en tout lieu et pour tous usages, pour être exact. Et donc ça donne cette montée de contraintes, de tensions que nous allons vous décrire maintenant à travers la série d'exemples, ou d'opportunités plutôt, qu'Olivier va vous présenter. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est d'essayer de décliner cette définition-là, et je vais vous montrer des exemples concrets qui illustrent ça, et on va balayer ces exemples et en discuter ensemble. Donc, petit éventail d'axes pour balayer ces exemples: le temps, le sur-mesure, la communication, la connaissance et l'espace. On retrouve un peu les éléments de la définition précédente. Je vais vous les présenter selon on va les croiser selon deux axes: l'axe du client et l'axe de l'entreprise. Premier exemple. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes des clients McDonald's? Non, tout le monde est client McDonald's, même François Simon, le critique gastronomique. Donc, cet exemple-là, c'est quelque chose qui s'appelle GoMcDo, qui permet à des clients de passer sa commande en avance de son McDo, de son menu Big Mac ou autre, via son mobile, de le prépayer. Et une fois arrivé au comptoir McDonald's, on n'a plus qu'à, en flashant un code, on n'a plus qu'à récupérer sa commande qui est déjà prépayée. Donc l'intérêt pour le client. Pour moi, si je vais chez McDo, je suis au bureau, je sais que je vais y aller, il va y avoir du monde sur les champs, je vais gagner du temps, je sais que je vais gagner du temps parce que je vais déjà avoir précommandé, je vais déjà avoir prépayé, pas de queue aux bornes, pas de queue au comptoir, je vais gagner du temps. Pour McDonald's, l'avantage, c'est réduction de la file d'attente. Du coup, les clients qui arrivent, qui se présentent au magasin, il y a moins de file d'attente, donc ils peuvent servir plus rapidement des clients. Ils apportent de la valeur ajoutée aux clients. Et au final, tout le monde gagne du temps. Ce qui est intéressant de voir, c'est que McDonald's, c'est quand même une entreprise de fast-food. Donc dans fast-food, ces gens ont la réputation de servir, d'être rapides. Ce qui est intéressant, c'est que McDo s'est dit comment je peux être encore plus rapide. J'étais déjà rapide, je récupère mon menu en quelques minutes, mais là, comment je peux faire pour être encore plus rapide? Donc ils ont eu cette initiative-là qui semble porter ses fruits. Autre intérêt pour McDonald's, si moi je me présente au guichet, au comptoir McDonald's, McDo ne me connaît pas. Je suis un individu qui vient acheter un Big Mac, j'ai peut-être une carte de fidélité qui va me donner un deuxième sandwich. Si je passe par mon application mobile, qui elle va se connecter via une plateforme, qui va se connecter à tous les McDo, toutes les caisses enregistreuses de tous les McDo, au final je vais m'authentifier, du coup le McDonald's va me connaître. Donc une évolution, c'est que lorsque j'arrive au comptoir, McDo me connaît. McDo sait ce que je vais manger. McDo sait à quelle heure je vais manger. McDo sait où je vais manger. Qui permet de récupérer des données, de récupérer de la connaissance du client, en l'occurrence moi, pour potentiellement me proposer
des promotions, me proposer des articles pour m'inciter à revenir encore chez McDonald's. Ça, c'est une première différence et un premier exemple. Après, en termes de différenciants, la question qu'on peut se poser, c'est jusqu'où c'est différenciant. Est-ce que moi, par exemple, si j'ai à choisir entre Quick et McDo, je ne mets pas Burger King parce qu'en ce moment c'est plus 1 heure de queue, donc ils sont un peu hors concours, mais si j'ai à choisir entre McDonald's et Quick, est-ce que je vais choisir McDonald's plutôt que Quick parce qu'au final je vais gagner du temps et qu'avec mon smartphone, mon application mobile, je vais pouvoir gagner du temps et avoir mon menu plus rapidement? C'est la question qu'on peut se poser. Je pense que oui. Je vous présente maintenant un deuxième exemple. Est-ce que cet objet vous parle? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Est-ce que vous savez ce que c'est? Oui, la plupart du temps. Donc c'est un objet connecté à Internet. Alors ça s'appelle Amazon Dash et c'est ni plus ni moins qu'une scannette de code barre. Pas ni plus ni moins, mais c'est à la base une scannette de code barre qu'on peut retrouver dans les supermarchés pour scanner un produit. La différence, c'est que cet objet-là, donc qui est corrélé au service Amazon Fresh, qui permet de la livraison de produits frais aux États-Unis, pas encore en Europe. Bientôt, il y a des expérimentations en Allemagne, il me semble. Cet objet-là est quelque chose qui est supposé traîner n'importe où à la maison, près du frigo, sur le comptoir, dans la cuisine. Et l'idée, c'est je sors de mon frigo, j'ai plus de yaourt. Je me dis, ah tiens, il faut que j'achète des yaourts. Tiens chérie, note sur un post-it qu'on met dans un coin les yaourts. Non, je ne me pose pas la question. J'attrape la scannette et je flash le code barre du yaourt. Si j'ai jeté le papier où il y a le code barre du yaourt, pas de problème. Vous voyez, il y a un petit micro qui apparaît là. J'appuie sur un bouton et je dis acheter des yaourts. L'intérêt de ce truc-là, c'est que ça va automatiquement alimenter le panier chez Amazon Fresh et que j'ai plus à me poser la question de me dire, ok, alors maintenant on va faire les courses. Je récupère tous les post-it, je regarde le frigo, ce que j'ai noté qu'il fallait acheter. Je me connecte à mon mobile, mon ordinateur, et je passe ma commande, je valide mon panier. Donc ce qui change par rapport à d'autres modes, le post-it sur le frigo, c'est qu'avec ça, on gagne du temps. Et surtout, je peux passer ma commande, je peux faire mon shopping un peu n'importe où, n'importe comment. J'ai plus à me poser dans le traditionnel circuit. Je vais me poser à mon bureau, faire ma liste de courses, et on va au supermarché. J'ai besoin d'un produit, ça me prend quelques secondes, et mon produit, théoriquement, doit arriver chez moi 2 jours, 3 jours après, avec un temps de parcours et un temps de cycle très raccourci. Donc l'avantage pour moi, client, je gagne du temps. L'avantage pour Amazon, il est assez évident. Hein. En facilitant la vie du client, le client il va pas aller, il va beaucoup moins enclin à aller faire ses courses ailleurs parce qu'il sait qu'avec sa scannette Amazon, il va pas se prendre la tête. Il va éviter les courses le samedi. Il va faire 2-3 clics et ça va arriver tout seul. Autre point. Parce que vous connaissez ceux qui font du commerce et du e-commerce, vous connaissez ça, il y a beaucoup de freins à l'achat. Entre le moment où on voit un produit et on se dit on va l'acheter, le tunnel de commande, le parcours de commande, le parcours dans la boutique, ça prend du temps. Et je vous prends l'exemple du concessionnaire. Quand vous êtes dans la belle voiture avec le concessionnaire et que vous voyez toutes les options, à partir du moment où vous sortez de la voiture et vous commencez à aller au comptoir du commercial pour discuter du prix, là déjà vous commencez à réfléchir. Donc beaucoup de freins. Si vous avez la possibilité de commander à l'instant T, là où vous en êtes, quand vous en avez envie, on réduit les freins à l'achat et on augmente forcément le taux d'achat. Et l'avantage pour... la question pour Amazon, c'est que si c'est facile de le faire chez Amazon, j'ai aucun intérêt de le faire ailleurs. Donc je capte mes clients. Je vous prends un autre exemple. On parlait tout à l'heure de capteurs, d'objets connectés, d'Internet des objets. Il y a une tendance qui émerge, vous avez certainement vu ça s'appelle le Quantified Self. C'est la mode de savoir combien je fais de pas par jour, qu'est-ce que je mange, combien de calories, la proportion de lipides, protéines, glucides, quand je fais un exercice sportif, à quelle vitesse j'ai couru, quelle a été ma fréquence cardiaque. Il y a même des capteurs maintenant qui vous proposent de connaître votre taux de saturation. Donc tout un tas de données qui émergent. Donc qu'est-ce qui change par rapport à avant? Je me souviens quand j'étais gamin, j'avais un podomètre, une espèce de truc mécanique là, qui faisait cloc-cloc et qui comptait mes pas.
Donc là, la fonctionnalité en elle-même n'est pas bien nouvelle. La différence, c'est qu'avec ces objets qui sont connectés, l'acte de compter et de loguer ces informations n'est plus un acte manuel, c'est automatique. Et plus c'est automatique, plus ça collecte de données, et plus c'est facile à faire. Il y a une facilité pour les gens de collecter les données. Donc on voit émerger tout un tas d'applications aujourd'hui qui vous permettent de servir des objectifs divers et variés, de maigrir, de éventuellement prendre du poids. Si je veux courir un marathon demain, toutes ces données collectées vont être corrélées avec des applications qui vont me proposer un programme, avec du coaching, pour pouvoir augmenter et améliorer mes performances. Donc tout un tas de services qui émergent. Donc ce qui change pour moi, c'est que c'est plus facile, je ne me pose même pas la question, je porte le capteur, ou alors il est inclus dans mon téléphone et je ne me pose pas la question. Et ensuite, je peux avoir toutes les données que je veux. Pour les entreprises qui sont derrière et qui récupèrent ces données, il y a un enjeu très fort de collecte des données. Toutes ces applications, les Fitbit, les Runtastic, les WeThings et compagnie, peuvent s'interconnecter les unes avec les autres. Donc on peut récupérer tout un tas de données diverses et variées. Si je fais une balance connectée par exemple, avoir des évolutions de poids dans le temps, si je la connecte avec une application qui suit les courses de vélo ou les courses à pied, je vais pouvoir mesurer l'activité de la personne, je sais où il habite, avec son smartphone. Si en plus il a connecté son profil Facebook, j'ai encore des informations sur lui, ce qui me permet moi en tant que société qui peut collecter et qui peut regarder ces données-là, d'éventuellement les revendre, anonymiser, on va dire, pour pouvoir derrière sortir des stats. Ces données-là, cette tendance, je ne sais pas si vous avez vu la keynote d'Apple hier, cette tendance est tellement en train d'émerger qu'Apple va l'inclure demain, à l'automne, dans l'iPhone. Dans l'iPhone avec une application qui s'appelle Health, avec une API qui s'appelle HealthKit, avec dans l'idée de collecter toutes ces données-là pour avoir mon portefeuille de mes données de santé sécurisé, avec éventuellement une interfaçage avec son médecin, avec l'hôpital ou avec d'autres acteurs. Donc je vous disais, l'enjeu de ces données-là, la collecte de ces données, je vais vous montrer un exemple de ce à quoi ça peut servir. Je ne sais pas si vous avez vu ça pendant la campagne des municipales. Ça s'appelait Surcharge municipale, qui était une campagne un peu marketing de WeThings. Alors WeThings, pour ceux qui ne connaissent pas, est une entreprise qui fait des objets connectés, des balances. Ils font une application, un compteur de pas, podomètre, saturomètre, qui mesure les fréquences cardiaques. Ils font aussi un appareil qui mesure la tension. Donc ils ont collecté toutes ces données-là et ils ont montré, pendant la campagne des municipales, où étaient les zones pondérales et ils ont corrélé le poids des gens avec l'endroit où ils habitaient, avec des données exogènes. Est-ce que les gens ont des voitures? Est-ce que les gens n'ont pas de voiture? Quel est le revenu moyen par habitant de telle ou telle commune? Ce qui a permis de sortir tout un tas de statistiques. Donc là, c'était plutôt du marketing, c'était intéressant pour montrer ce qu'ils pouvaient faire. Mais l'enjeu derrière tout ça, c'est qu'avec ces données-là, WeThings peut potentiellement les revendre à des assureurs, par exemple, pour alimenter les bases de données sur les ABAC pour le calcul des primes de police d'assurance, ou potentiellement pour du marketing. Si je sais que quelqu'un a un objectif de perte de poids, je peux revendre cette info-là pour lui proposer des produits qui vont bien, des chaussures de sport, des abonnements dans des clubs sportifs ou des produits divers et variés. Donc, un enjeu très très important autour de ces données-là. Ce qui veut dire pouvoir les collecter et pouvoir les traiter. On parlait d'objets connectés. Donc Olivier tout à l'heure vous montrait la voiture Google, donc c'est après-demain, peut-être la semaine prochaine. Par contre, ce qui va arriver demain beaucoup plus rapidement, c'est la voiture connectée. C'est un gros objet connecté. La voiture connectée, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une voiture qui va être pas seulement connectée du smartphone directement jusqu'à la voiture, mais la voiture va être connectée à une plateforme, en général celle du constructeur, qui va ensuite pouvoir partager ou pas l'ensemble des données de la voiture. Quand on parle des données de la voiture, c'est les données de consommation, c'est les données techniques, c'est les données de kilométrage, de parcours, les données accélérométriques.
l'idée derrière ça, alors l'intérêt pour moi, c'est que avec une application, un peu comme je peux l'avoir avec WeThings ou autre aujourd'hui, si le site est bien fait, je peux avoir tout le suivi de ma voiture. Savoir combien elle consomme, est-ce que j'ai une éco-conduite qui est optimale, comment je peux l'améliorer, on pourra me proposer des conseils pour consommer un peu moins, ce genre de choses. Mais l'intérêt pour le constructeur et pour d'autres, c'est que toutes ces données peuvent potentiellement, il y a un client qui me disait l'autre jour que dès qu'un objet était connecté, potentiellement il pouvait être partagé et il devait être servicé. Il devait y avoir un service en conséquence, en gros une API pour pouvoir utiliser ces données-là. Si on prend l'exemple de la voiture connectée, le constructeur pourra faire beaucoup de choses avec ces données-là. Je fais une analogie avec l'aéronautique. Aujourd'hui, tous les avions sont connectés quand ils ne se perdent pas quelque part dans les océans. Mais la plupart du temps, les avions sont connectés et remontent des messages techniques à la base de maintenance. Tant et si bien que quand un avion arrive, il n'est pas rare que l'avion se pose et qu'il y ait un mécanicien qui arrive avec sa caisse à outils et une pièce à changer parce que l'avion a remonté des informations techniques en disant qu'il allait avoir une panne ou potentiellement une panne et qu'il fallait changer cette pièce en préventif. Pièce qui ne nuit pas bien sûr à la qualité et à la sécurité du vol, mais en préventif, on peut changer la pièce. Demain, on peut très bien imaginer que le constructeur puisse proposer ce genre de service. S'il est constaté un ensemble de données un peu incohérentes, pouvoir identifier une panne potentielle et pouvoir proposer au client de dire tiens, viens dans ma concession, t'en as une à côté, il y a une pièce qui est pas top, on va la changer ou on va faire une révision. Un autre intérêt de ces connexions, c'est pour tout le reste du monde. Si je suis assureur, par exemple, ou client, ça marche dans les deux sens, je m'estime être un bon conducteur. Un bon conducteur, aujourd'hui, il existe des algorithmes qui peuvent le prouver sur la base de... On observe comment je conduis dans des zones où il y a des limitations de vitesse, dans des zones en ville, et on peut mesurer les accélérations latérales, longitudinales, et avec des algorithmes de data science, en analysant toutes ces données, on sait sortir des abacs pour dire telle ou telle personne est un bon ou mauvais conducteur. Typiquement, je suis client d'une assurance, je suis un bon conducteur, je passe un deal avec mon assurance, je suis un bon conducteur, je te laisse l'accès aux données, tu vérifies, et tu me fais une prime de police qui va être inférieure. Pareil, si je suis un mauvais conducteur, j'aurais peut-être moins intérêt à faire ça. Après, on peut, de manière anonymisée, on pourra aussi en tirer des données de type sur une ville, sur une zone, l'assurance voiture étant liée à la zone géographique pour les lignes RD, on pourra ajuster le prix des polices pour ces zones-là en fonction des informations qui sont remontées. Voilà. Et demain, on peut aussi imaginer d'autres applications, pourquoi pas, des plateformes, des réseaux sociaux de voitures. Je me crée un réseau social avec quelques octos, avec Olivier, et on a un réseau social de voitures connectées où on peut échanger, partager de l'information. Tu es là, je suis là, ma voiture est là. Si on a des voitures octos, je peux en récupérer une là. Et si je veux aller au fin fond des Yvelines, je prends celle-ci, et ce genre de choses. Puisqu'on parle de voitures, l'exemple suivant, il y a deux exemples, mais qui montrent que alors aujourd'hui, jusqu'à maintenant, je peux être acheteur, je suis client, je peux être client de n'importe quoi. Je peux aussi être vendeur. Je peux vendre mes vieux meubles dans des brocantes, dans le Bon Coin. Plus récemment, je peux vendre ma moto, ma voiture, mon ordinateur. Mais jusqu'à maintenant, si je voulais me proclamer loueur de voiture, je ne pouvais pas parce que c'est un métier particulier. Et je ne sais pas forcément faire ça. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que des gens se positionnent comme intermédiaires avec des plateformes pour me permettre, à moi, de louer ma voiture quand elle est inutilisée. Ce qui me permet, moi, de rentabiliser ma voiture. Elle va me coûter un peu moins cher, parce que la semaine, quand je vais chez Octo, je prends le métro, donc ma voiture ne me sert à rien. Par contre, il y a peut-être d'autres gens que ça peut intéresser, et je peux la louer. La différence, c'est que la location de voiture, c'est un métier qui n'est pas forcément simple. Moi, en tant que client, en tant que loueur potentiel de ma voiture, je n'ai pas à me prendre la tête. Je passe par une plateforme qui joue l'intermédiaire et ma voiture est dispo, ça coûte tant, tout est encapsulé. Et le client qui veut louer la voiture, il ne se pose pas de questions, il ne rentre pas forcément en contact avec moi. Il y a un prix qui est affiché, ça passe par la plateforme. La réservation, la facturation et l'assurance sont liés. On parlait tout à l'heure de nouveaux business models. On voit qu'Allianz a passé un contrat avec Drivey et propose un contrat d'assurance spécialisé pour ce type
de location. Un autre exemple, Uber Pop. Alors Uber a pas mal défrayé la chronique ces derniers temps, notamment avec leur combat avec leur opposition frontale avec les chauffeurs de taxi. Alors c'est un point intéressant, parce qu'on voit que de toutes ces choses-là, de l'avènement de ces nouvelles technologies qui amènent de nouveaux business models, viennent en confrontation directe avec les acteurs traditionnels. On l'a vu avec Uber, avec les taxis. Toujours est-il qu'avec Uber Pop, pareil, je suis dans ma voiture et je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire, je traîne en ville, je peux me mettre à disposition d'Uber et devenir chauffeur, devenir véhicule de tourisme avec chauffeur. Et quelque part, gagner de l'argent, voire rentabiliser l'usage de mon véhicule. Voilà. Donc d'un point de vue pratique, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des plateformes qui jouent le rôle d'intermédiaire. Ces plateformes-là, pour elles, assurent toute la logistique, et c'est assez simple pour elles, parce qu'elles n'ont pas de voiture à gérer. Uber n'a pas de voiture à gérer. Drivey n'a pas de voiture à gérer. Contrairement à des acteurs traditionnels, si on prend un loueur, Europcar, Avis, ils doivent gérer toute leur flotte de voitures. Ces gens-là, c'est beaucoup plus simple. Ils n'ont pas de flotte à gérer. Ils mettent là en relation le producteur et le consommateur, et ils assurent l'intermédiaire avec une plateforme. Du coup, ils peuvent réduire les marges, réduire les coûts, et ce qui vient en frontal avec les opérateurs traditionnels. Donc, le paysage de la concurrence historique change, évolue, d'où une nécessité de s'adapter et d'adopter rapidement. Si on prend l'exemple de Nike, donc Nike historiquement faisait et fait toujours des chaussures de sport. Ce qu'on peut voir avec Nike, c'est qu'ils ont vraiment adopté très rapidement les nouvelles tendances. Quand l'iPhone est sorti, très rapidement, ils ont sorti un podomètre nouvelle génération, avec un petit capteur qu'on mettait dans la chaussure, pour compter les pas. C'était les prémices de ce qu'on a vu tout à l'heure, du coaching, du suivi de performance, de proposition de nouveaux services autour des données. Ils ont ensuite créé comme tout le monde, j'allais dire, un capteur, un bracelet pour compter les pas, et pour afficher en temps réel le nombre de pas, les escaliers, ce genre de choses. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que récemment, Nike a annoncé qu'il n'allait plus faire d'objets connectés. Donc on se dit, tiens, c'est bizarre. Donc la question qui peut se poser, c'est pourquoi ? Peut penser qu'ils ont un temps d'avance, donc peut-être que l'objet connecté traditionnel des capteurs autres, il y a un modèle qui va changer, qui va évoluer, peut-être dans une montre, dans un téléphone ou autre chose. Toujours est-il que Nike montre que vraiment ils s'adaptent très rapidement, et ce qui semble leur porter succès. On parlait de l'évolution de Nike. Nike a aussi saisi l'opportunité de proposer du sur-mesure. Je ne sais pas si vous connaissez Nike ID. Nike ID, vous pouvez vous créer vos chaussures personnalisées. Vous pouvez mettre vos initiales, vous pouvez mettre des couleurs farfelues, vous pouvez faire quasiment ce que vous voulez avec des bases de modèles de chaussures, avec dans l'intérêt j'ai une paire de chaussures qui va être unique. Personne d'autre n'aura ces chaussures-là. Ce qu'on voit aussi émerger, c'est la tendance du moi d'abord. J'ai peut-être dû le voir avec les nouvelles générations Y, ou d'une manière générale, on pense à soi d'abord. Moi d'abord, ça veut dire que j'ai envie d'une relation privilégiée, particulière, avec les entreprises desquelles je suis cliente. Je ne veux pas avoir le service de Monsieur Tout-le-Monde, je ne suis pas Monsieur Tout-le-Monde, je veux avoir les codes du luxe pour moi. La personnalisation, c'est pas nouveau, on peut le faire, mais c'était réservé à une catégorie de personnes relativement aisées. On était dans les codes du luxe, c'était relativement cher. Grâce à l'avènement des technologies diverses et variées, des technologies digitales, on voit qu'il est de plus en plus facile d'avoir un objet personnalisé. Donc là, on a pris l'exemple de ce site qui vous permet d'avoir des chaussures pour dames, se les personnaliser. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais mesdames, ou messieurs pour mesdames, si vous voulez jeter un œil, vous avez un configurateur, vous pouvez vraiment imaginer tout un tas de chaussures. C'est assez sensationnel. Pour un prix, somme toute modique. Ça, c'est un point important. Les codes du luxe, mais pas un prix luxe. Je me sens unique, mais pas un prix luxe. Cette tendance du moi d'abord, on la voit pour les produits manufacturés, mais on la voit aussi pour les services. Je vous prends l'exemple de la relation avec notre banque. Qui n'a pas rêvé d'avoir un banquier privé qui vous propose une relation dédiée, particulière. Aujourd'hui, on aimerait tous avoir ça. Et aujourd'hui, des acteurs émergent sur le marché. Je pense à des acteurs totalement numériques,
comme Soon, Hello Bank ou ING Direct, qui évolue pas mal sur le sujet, et qui propose de nouveaux services pour les banques, typiquement en proposant la catégorisation, alors pour Hello Bank et pour Soon, la catégorisation des opérations. Je peux me faire du suivi de budget, je peux me faire du suivi de projet. J'ai un projet d'acheter un iPad ou un Mac à la fin du mois, je peux me créer ce budget-là, ça va me proposer un plan d'action, et derrière, pour la banque, l'idée c'est de pouvoir proposer des services dédiés. Je sais que mon client, il veut s'acheter un Mac à la fin de l'année, je sais que potentiellement il ne va pas avoir les sous, donc je vais pouvoir lui proposer un crédit à la consommation. Et au final, au lieu de proposer à mon client des produits dont il n'a rien à faire, je vais lui proposer un produit extrêmement pertinent pour son cas d'usage. Donc, en tant qu'entreprise, je dois pouvoir capter ça pour essayer pour tenter de personnaliser au plus la relation client, sachant que pour faire ça, j'ai besoin de savoir ce que le client veut. D'autres exemples, alors historiquement, pour créer un produit, alors on a tous vu ça, tous fait ça, on fait des études de marché, on réunit le marketing, on réunit un peu de R&D, on fait des panels clients, on leur demande ce qu'ils veulent, ce qu'ils aimeraient, le pourquoi du comment. Les cycles de production sont assez longs, on est sur 6 mois, 1 an, voire plus pour sortir un nouveau produit. Grâce à l'interconnexion de tous les gens, notamment via les réseaux sociaux, il est beaucoup plus facile aujourd'hui de toucher et de cibler le consommateur qui utilise ou qui veut ou va utiliser mes produits. Je vous prends 2 exemples. L'exemple de Danette. Danette, régulièrement, il se pose des questions métaphysiques sur le goût de la Danette. Donc, en fait, au lieu de faire comme il faisait historiquement avec des panels de consommateurs, il pose la question sur les réseaux sociaux. Par exemple, qu'est-ce que vous préférez entre le chocolat noisette? Alors là, c'est chocolat noisette, chocolat. Mais il pose la question aux gens en disant, ben voilà, qu'est-ce que vous préférez? Et ce qui leur permet d'améliorer leurs produits, voire d'en sortir du marché, voire d'en créer de nouveaux. Régulièrement, ils proposent aussi un challenge, le goût de la Danette. Quel goût vous aimeriez avoir dans votre Danette? Tarte au citron, macaron framboise ou autre, ils posent ce genre de questions. Donc ça marche pour les produits grande consommation, mais aussi pour les services. Si vous voyez l'exemple de ING Direct, ING Direct fait régulièrement des appels à témoins sur les réseaux sociaux pour, ils proposent aux gens de participer à la construction de leur projet d'innovation. Donc ils ont des idées, ils disent tiens peut-être qu'on ferait ça, et on demande directement aux clients. Donc la co-construction, c'est une tendance qui émerge, qui est facilitée par les réseaux sociaux. L'avantage pour moi entreprise, c'est que potentiellement ça me coûte moins cher plutôt que de monter des opérations complexes de ciblage. Toucher les réseaux sociaux, les gens sur des réseaux sociaux, leur poser des questions, ça va me coûter moins cher, ça va être beaucoup plus rapide et surtout ça va être beaucoup plus pertinent parce que je vais savoir beaucoup plus rapidement si le produit va plaire ou ne va pas plaire aux gens. Mais ce qui veut dire que du côté de l'entreprise, je dois à un moment ou à un autre faire évoluer mes process. On ne gère pas un contact avec les clients sur les réseaux sociaux de la même manière que l'on gère du contact avec des panels d'utilisateurs et des process marketing traditionnels. Pour continuer sur les réseaux sociaux, pour parler un peu d'innovation, pareil, je vous prends l'exemple d'une banque, mais si j'ai la capacité à financer des investissements, je peux très bien lancer, comme l'a fait la banque, la BBVA, proposer des concours d'innovation pour les financer, faire appel à la foule et récupérer très rapidement des idées d'innovation. Donc on parlait de réseaux sociaux. Alors, je vais insister sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, on peut vraiment y faire plein de choses, pour le meilleur et pour le pire. Il y a vraiment une instantanéité de l'information. Et je vous prends un autre exemple, l'exemple de Uber. Vous avez dû en entendre parler. Un gars qui a eu une course un peu... qui n'a pas eu de course pour des raisons dont je me passerai de commentaires, avec Uber. Toujours ici qu'il a posté ça sur les réseaux sociaux. Vous remarquez l'heure qui était à 6h32 du matin, donc affiché, repris par tout le monde, recité par tout le monde. Uber, c'est des méchants, donc ils sont un peu sous les feux de la rampe en ce moment. Donc, le fail potentiellement en termes de communication. Ce qui veut dire que derrière ça, Uber a dû et a la capacité de répondre à un temps, je vous ai mis T0 plus petit epsilon,
À 11h du matin, non seulement ils ont répondu, mais un peu plus qu'en disant oui, nous avons bien pris compte de votre remarque et nous accusons de réception, nous vous en remercions. Ils ont pris des actions pour répondre à ce dont a été victime le client. Et 1 heure après, ils ont confirmé qu'ils avaient bien fait ça. Donc les réseaux sociaux nous exposent de plus en plus, ce qui veut dire que derrière, il faut pouvoir réagir, répondre rapidement et se mettre en capacité de répondre. On a vu aussi sur cet épisode une communication un peu plus opportuniste, qui est Vélib, qui a saisi cette opportunité-là, de dire, ben voilà, nous on ramène tout le monde. Je vous passe le jeu de mots qu'ils ont sorti à l'époque. Mais l'idée, c'est de dire, voilà, on est exposé sur les réseaux sociaux, on a potentiellement un problème, ce problème est exposé, médiatisé, je peux répondre et je dois répondre, mais si je ne réponds pas, ou même si je réponds, des concurrents pourront se servir de cette opportunité pour communiquer sur le sujet, voire pour récupérer des clients à ma place. Les réseaux sociaux, donc la communication de ce style-là, on vient de la voir, mais on peut imaginer beaucoup d'autres choses sur les réseaux sociaux. Des services, j'allais dire des services clients nouvelle génération. Je vous prends l'exemple d'Air France KLM. Air France KLM a un service client relativement développé sur les réseaux sociaux. Donc pour l'histoire, je ne sais pas si vous vous souvenez du nom du volcan dont je ne prononcerai pas le nom, si quelqu'un sait prononcer le nom. Olivier ? Non ? Non ? Bon. Monsieur le directeur ? Non. Pendant cet épisode du volcan, ça a été un bazar incroyable dans tous les aéroports quasiment du monde, avec des clients en errance, un peu partout dans les aéroports, des gens au comptoir qui étaient complètement dépassés par les événements, qui ne savaient pas répondre aux informations. KLM a mis en place une cellule de crise avec des employés en mode crise, avec des ordinateurs, et qui répondaient directement aux clients via Facebook et via Twitter. Et le point étonnant, c'est que les clients disaient eux-mêmes, ah bah c'est sympa, via Twitter, j'ai plus d'infos sur mon vol et je sais quand je vais repartir, alors que quand je demande à la personne au comptoir, bah, c'est pas ce qu'il en est, c'est le bazar. Air France KLM a essayé derrière d'industrialiser cette situation de crise en disant, ce qu'on a fait là quand même, ce service client via les réseaux sociaux, ça nous a apporté beaucoup de valeur, on va essayer de le généraliser pour en faire un service client quotidien. Ils ont essayé au début, ça a été extrêmement difficile parce que en dehors de la période de crise, tout le monde est retourné dans son silo, dans son marketing, dans son commerce, dans ses opérations. Et quand il a fallu refaire travailler les gens en même temps sur le sujet, ils ont été confrontés à des problèmes organisationnels. Finalement, ils ont recréé une équipe from scratch pour pouvoir répondre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils se sont organisés avec une équipe qui est capable de répondre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, en 7 ou 10 langues, quelque chose comme ça, et ils s'engagent à répondre en moins d'1 heure. Et vous pouvez poser des questions, type j'embarque ce soir je vais à Dublin, je ne veux pas être à côté de mon collègue, est-ce que vous pouvez faire quelque chose ? Ils sont capables de faire ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que leur système d'information est connecté sur les API des Twitter et des Facebook, mais aussi sur leur système de réservation, sur leur système d'embarquement, et ils ont une vue 360 du client, ce qui leur permet d'améliorer les opérations, d'apporter de la valeur au client. Et en parallèle de tout ça, de glaner de l'information sur le client, sur ses usages, sur ses relations, pour voir ce qu'on va pouvoir lui proposer demain. Donc là, c'est pour Air France KLM, mais on voit aujourd'hui d'autres entreprises plus traditionnelles, la Société Générale, qui est une banque historique, on va dire, traditionnelle. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait des pubs récemment dans le métro, ou avec, je crois que c'est SG vous, quelque chose comme ça, ou via Twitter, vous pouvez poser des questions sur votre compte en direct message à la Société Générale via Twitter, et ils s'engagent à répondre une demi-heure, une heure, une demi-heure via les réseaux sociaux. Donc ça évolue. Donc ces connexions sur les réseaux sociaux permettent de proposer un nouveau service, mais permettent aussi de glaner l'information. Ce qui m'amène à dire que la connaissance historique du client, qui était historiquement basée sur les données identitaires, le nom, prénom, catégorie socio-professionnelle, on envoyait des formulaires aux gens pour savoir combien ils étaient dans le foyer, s'ils avaient une voiture, combien ils gagnaient, ce genre de choses.
un peu difficile à glaner. Donc cette connaissance-là ne suffit pas aujourd'hui pour proposer des produits ciblés, pour proposer du sur-mesure, pour proposer des choses rapidement. Il est nécessaire d'avoir en plus ces usages. Qu'est-ce que fait le client avec mes produits? Qu'est-ce que fait le client avec mes objets connectés? Qu'est-ce que fait le client sur mon site web? Quel est son parcours? Vous le savez certainement dans le tourisme, si vous faites une requête pour un voyage sur un site ou si vous en faites 10, 15 sur différents sites, vous n'aurez pas les mêmes prix. Donc savoir que quelqu'un est plus ou moins intéressé par un voyage, je peux lui proposer un prix différent, voire une offre différente. Donc ces usages. Et pareil sur les réseaux sociaux, les relations du client, sa visibilité et s'il a de l'influence ou pas, je ne vais pas traiter, si je sais ça, je ne vais pas traiter le client de la même manière. Si je sais qu'il a de l'influence, je peux proposer de nouveaux produits, je vais faire en sorte qu'il puisse, influer sur les différents réseaux. Donc, le modèle de définition du client majoritairement identitaire n'est plus suffisant. Alors, je vous ai cité pas mal d'exemples. Non, c'est bon, vas-y. On pourrait en citer beaucoup. Beaucoup d'autres. Tous ces exemples-là, ils sont live actuellement. C'est des choses qui existent, qui fonctionnent. Donc tous ces nouveaux modes de service client, ces interactions, sont déjà en production, fonctionnent. De tout ce que je vous ai dit, de ce que je vous ai cité comme exemple, première synthèse, ce qu'on voit, c'est que on a une suppression des intermédiaires inutiles. On est quelque part dans une chasse au gaspillage, on est dans le lean, la chasse au Muda, l'amélioration continue. On voit une suppression des intermédiaires inutiles. Il y a un mot-clé aussi dont j'ai beaucoup parlé, que j'ai cité, c'est le mot-clé plateforme. La plateforme, ce qu'on voit, c'est que tous ces nouveaux acteurs se présentent comme des plateformes, comme des intermédiaires et comme des plateformes. Aujourd'hui, ces nouveaux business montent des plateformes qui interconnectent des gens, qui mettent en relation des vendeurs avec des acteurs, avec des acheteurs, des gens qui ont un service à proposer avec des gens qui veulent un service. Donc on voit une évolution du positionnement de certaines entreprises comme des intermédiaires mettant à disposition des plateformes. Alors, oui. Avant de passer à la suite, j'espère que vous êtes toujours là, parce qu'il y a une avalanche d'exemples, mais qui sont là aussi pour montrer l'ampleur de cette révolution que nous traversons et de ce qui existe déjà aujourd'hui et qui bouleverse totalement notre quotidien. C'est pour ça qu'on avait choisi, pour illustrer ce petit déjeuner, cette cocotte minute. Cocotte minute qui illustre finalement la mise sous pression que traversent nos entreprises aujourd'hui. Mise sous pression face à ces opportunités. Laquelle choisir? Où dois-je aller? Que prendre? Mise sous pression par rapport à nos concurrents. Après tout, s'ils le font, ça veut dire qu'il faut que je le fasse aussi. Ou alors je risque de perdre des clients. Mise sous pression par rapport à des nouveaux concurrents. Des entreprises qui regardaient par rapport à leurs pairs leurs innovations, leurs évolutions, et qui ont oublié de regarder que d'autres secteurs, plus technophiles, plus jeunes aussi, avec moins de contraintes, pouvaient venir des innovations sur nos usages. Et enfin, je dirais, mise sous pression de l'intérieur. Pourquoi moi, en tant qu'employé, je ne pourrais pas avoir accès aux mêmes outils qu'à la maison? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas utiliser mon téléphone et ma tablette qui marchent si bien? Pourquoi est-ce que j'ai pas accès à Internet, ou disons à tout Internet? Pourquoi est-ce que ça met autant de temps à utiliser telle application? Pourquoi j'utilise pas cette technologie qui paraît si prometteuse? Pourquoi? Et finalement, on arrive à ce moment qui explique d'ailleurs pourquoi la digitalisation, on en parle aujourd'hui et pas il y a 2-3 ans, puisque finalement la majorité de ce qu'on a présenté, on aurait pu l'énoncer il y a 2 ans, 3 ans. Les réseaux sociaux étaient déjà là, les téléphones étaient déjà là, on en a parlé même s'ils étaient un peu plus jeunes. Pourquoi maintenant? Parce que justement c'est l'apogée. C'est le point de rupture.
c'est le moment où, si on ne réagit pas, la vague va nous emporter, cette vague que je vous ai présentée tout à l'heure. Et donc ce que je vous propose pour cette deuxième partie de petit déjeuner, c'est de voir les options dont on dispose, mais aussi nos convictions, en tout cas à travers nos convictions, ce qu'il faut faire selon nous pour en tirer un maximum profit. Alors tout d'abord, ça passera par une ouverture. Une ouverture à ce qui se passe en dehors de l'entreprise. Une ouverture de la part de tous les employés, et pas uniquement ceux du service innovation. Les pauvres qui en général regardent beaucoup de choses, mais qui ont assez peu la possibilité de passer au concret. Mais pourquoi? Parce que bien souvent, d'ailleurs, le problème vient de convaincre les autres du bien fondé de l'idée. Et donc, pour convaincre, il faut déjà qu'un maximum de personnes connaissent. Pour résumer tout ce qu'on vous a présenté, par rapport aux usages, voilà les grands axes qui nous paraissent importants, sur lesquels il faut miser dès maintenant, si bien sûr ce n'est pas déjà le cas. J'imagine que pour le mobile et les réseaux sociaux, c'est déjà le cas. Mais je pense que pour la partie crowdsourcing et Internet des objets, en tout cas sur Internet des objets, je vous invite vraiment à le faire. Deuxième série de possibilités auxquelles il faut regarder en détail, c'est la partie technologie. Puisqu'évidemment, le point commun derrière tout ce qu'on a présenté, au-delà d'Internet qui permet cette intercommunication, c'est la technologie, c'est le big data pour tous les exemples dont Olivier a parlé autour de la connaissance. C'est le cloud en facilitateur, en accélérateur d'opportunités, puisque vous pouvez bénéficier d'infrastructures pratiquement en claquant des doigts, au moins pour une phase de prototypage, quitte ensuite à rationaliser dans le système d'information traditionnel. Et le dernier point, c'est tout ce qui arrive autour des API. Alors on a parlé des API de santé, mais il faut bien voir sur le dernier élément dont parlait Olivier tout à l'heure, autour de la chaîne de valeur, la recomposition de cette chaîne de valeur, le dialogue entre des entreprises ou la construction de ces plateformes qui permettent de faire remonter de la donnée, tout passe par des API, qui sont le point d'entrée de ces échanges. Et puis on a remis Internet des objets parce que c'est à la fois un usage mais aussi une technologie. Pour le coup, il faut être un peu plus prudent d'ailleurs dans ce domaine, parce qu'autant les trois premiers que je vous ai cités sont aujourd'hui matures, le problème des objets, c'est qu'ils sont multiples, bien sûr en forme, en usage, mais aussi en technologie sous-jacente. Il n'y a pas forcément de standard unique aujourd'hui. Si on prend ne serait-ce que les montres, qui sont finalement assez proches des téléphones, on voit qu'il y a un grand nombre de systèmes d'exploitation juste pour l'objet montre. Alors imaginez si vous commencez à empiler tous ces objets. Ça va peut-être être un petit peu long avant d'avoir quelque chose de relativement commun qui permette de les utiliser sans se disperser d'un point de vue technologique et devoir tout maîtriser. Mais en tout cas, si on combine toutes ces possibilités, ces croisements, surtout si en plus on s'inspire de ce qu'on vous a présenté avant, c'est à tous ces croisements que vont se retrouver les nouveaux business models, qu'ils soient des dérivés de vos modèles actuels, une déclinaison plus digitale finalement de vos business models actuels, ou si on prend l'exemple de Nike, eh bien un changement, un complément dans leur positionnement autour du running, puisqu'ils sont partis de la chaussure, finalement de l'objet concret au service. Donc voilà un petit peu en un slide résumé le champ à connaître pour en profiter pleinement. Le champ, je dirais même, à maîtriser. Deuxième point clé, en tout cas qui nous paraît être extrêmement important, c'est la prise de risque. Sans prise de risque, il n'y a pas d'innovation. Bon, il y a eu quand même de très nombreuses innovations qui ont eu lieu par hasard, par erreur devrais-je dire. Enfin globalement, c'est quand même au départ une idée auquel une personne ou un petit groupe d'individus croyaient et qui l'a mené jusqu'au bout. Mais ça veut dire qu'il faut affronter des obstacles. Ça veut dire qu'il faut accepter de se tromper, il faut accepter de ne pas avoir bon du premier coup, il faut accepter de recommencer, c'est-à-dire ne pas voir l'échec comme une fin, mais
mais comme une opportunité de s'améliorer. Et tous les exemples qu'on vous a mis ici, qui viennent des géants du web, ces grands acteurs américains de la technologie, nous montrent quoi? C'est qu'ils acceptent de se tromper, mais comme ils sont pas non plus totalement fous, ils veulent pas y dépenser des millions, ils investissent peu, ils testent, et ils arrêtent rapidement si ce n'est pas convaincant. Je prends quand même l'exemple de ce qu'ils sont capables d'arrêter, hein, puisque là, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a une rumeur autour de Google+, qui pourrait s'arrêter. Google+, l'investissement, pour le coup, lui, a été énorme. C'est pour aussi illustrer que il n'y a rien qu'on ne puisse arrêter à partir du moment où on considère que le moment est passé et il faut passer à autre chose. Il y a toujours de toute façon des choses à en tirer. Bon, on n'est pas obligé d'atteindre ce niveau-là avant d'arrêter, évidemment. Justement, toutes les boucles de feedback qui existent ou qu'on peut mettre en place sont là pour être autant de garde-fous à cette innovation et lui permettre soit de persévérer, soit de se réorienter ou de s'arrêter. Alors pour illustrer ça, je vous ai pris une illustration qui est faite par Nordstrom autour du design thinking, qui est en train une façon de travailler en train de d'émerger. Alors je vous ai caché le début pour faire un focus sur ce que vous avez l'habitude d'utiliser, je pense, c'est-à-dire la fin de la boucle de feedback. Je vais me mettre là, pardon. Ici on est sur la phase en bleu, on est sur la phase projet, donc la phase de construction. Donc vous reconnaissez à travers ces petites boucles toutes les itérations. Je pense qu'aujourd'hui c'est une façon de travailler relativement classique maintenant, en tout cas pour des projets de type web ou digitaux. Donc des petites boucles de feedback pendant la phase de build. Avec toute l'arrivée, c'est un point finalement sur lequel on est passé assez vite, mais il y a cet écosystème de start-up qui est en train qui tire cette innovation aujourd'hui. Pour démarrer un business activité, il y a une partie de la méthodologie qui a été réunie sous le mot de Lean Startup, donc qui est finalement la concaténation entre des méthodologies Lean et puis le démarrage d'activité. Et l'idée, c'est d'avoir un cycle de feedback un petit peu plus grand, avec la phase de construction, la mesure qui est de toute façon un point clé pour savoir si notre hypothèse est la bonne, et puis la phase de learn, donc d'apprentissage, pour tirer finalement les leçons des mesures et savoir si on doit persévérer, changer et pivoter, changer son modèle ou s'arrêter. Alors à ces phases assez classiques, le design thinking propose de compléter ces boucles de feedback avec des étapes préalables. Et l'idée est toujours la même. L'idée, c'est de se confronter au plus tôt à l'utilisateur final, à celui qui va vivre finalement l'innovation ou la nouveauté que vous allez lui proposer. Donc ça démarre par une phase assez concrète. Alors je ne sais pas si on le voit, en bas c'est concret, en haut c'est abstrait. Ça démarre par une phase assez concrète qui est, qu'on pourrait résumer comme un vie ma vie. Vous allez sur le terrain avec lui, vous passez du temps. Vous passez du temps avec lui pour comprendre ses problèmes là où vous pourriez lui apporter des solutions. Alors en plus de comprendre ses problèmes, vous allez créer du lien. Vous allez commencer à créer du lien, parce qu'il y a un point fort dans le design thinking qui est sur l'empathie. C'est-à-dire se mettre à la place de l'utilisateur et puis partager quelque chose avec lui. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir besoin de cette personne ou de ces personnes après. Et plus vous serez rapprochés, plus il y aura finalement une forme de confiance entre eux et vous, et plus ce sera simple pour comprendre un petit peu les retours qu'il vous fera au fil de cette expérimentation. Le cycle continue ensuite avec des choses finalement assez classiques. On formule des hypothèses, en tout cas on formule un défi, un challenge à relever. Des hypothèses, on bâtit des opportunités, on réfléchit sur un ensemble de possibles, et puis on fait des expérimentations. Et là on revient sur la phase plus traditionnelle et on recommence. Donc voilà un petit peu pour cette recherche en permanence du feedback qui est garant aujourd'hui d'un produit réussi. Cette notion de réussite, on l'applique également à la qualité. Pourquoi ? Parce que quand on voit le poids grandissant des réseaux sociaux aujourd'hui, parfois la tyrannie
qu'ils exercent sur les entreprises, qui doivent réagir toujours plus vite, sous peine de devoir ensuite mettre un temps fou à éteindre un incident. D'ailleurs, si on prend l'exemple de Uber, que Uber n'avait pas spécialement demandé, hein, ils ne sont pas pour grand-chose, le chauffeur oui, mais la compagnie en tout cas n'y peut pas grand-chose. Donc la tyrannie aujourd'hui est là, et donc on ne peut plus passer à côté d'une qualité irréprochable, sous peine d'être brocardé immédiatement sur tous les canaux. Chez Octo, on réalise pas mal d'applications, en tout cas on y met tout notre cœur, et on est parfois peiné de certains commentaires sur les stores. D'ailleurs les stores sont beaucoup utilisés pour faire passer des opinions bien au-delà de l'application mobile en tant que telle d'ailleurs. Mais on est parfois peiné des commentaires quand on voit le temps qu'on y a passé, mais effectivement il y a des détails, des points qui nous paraissent anodins, mais qui pour certains sont primordiaux, le tout étant de répondre rapidement. Mais en tout cas la qualité des applications demain ou des services doit être irréprochable, sous peine d'être rapidement sanctionné ou désavoué, c'est-à-dire non utilisé, ou finalement le client se détourne vers quelqu'un d'autre. Ce phénomène est amplifié en plus, alors là je vous ai pris un exemple qui est plutôt orienté politique, mais peu importe, par ce phénomène presque de mode. Je ne sais pas si ça va durer longtemps, mais en tout cas aujourd'hui c'est en pleine croissance de fact-checking, de vérification de tout ce qui se dit. Alors en politique c'est assez facile, et puis en plus ça donne en général des montages assez savoureux où on dit quelque chose un jour et son contraire la veille et inversement. Mais ça s'applique également à l'entreprise. Il ne faut absolument pas croire que ça sera restreint à la politique. On peut prendre l'exemple rester sur l'exemple des téléphones, où on nous sort une collection de téléphones par an maintenant, avec une annonce en grande pompe en disant qu'il n'a jamais été aussi mieux que le précédent, et qu'il est fantastique, qu'il a une batterie qui dure une éternité. Et puis vous avez le jour même ou dans l'heure 14 comparatifs plus ou moins honnêtes qui vous prouvent par A plus B que absolument pas le précédent était mieux. D'ailleurs assez frustrant, parce qu'on a toujours l'impression d'acheter un objet qui fonctionne, à qui il manque quelque chose. Avant-dernière conviction de ce qui fera finalement ce qui va nous permettre d'aller sur la route du succès, en tout cas de l'utilisation à plein parti de cette digitalisation, de ces opportunités, c'est de penser expérience utilisateur globale. Alors, on pourrait passer assez longtemps sur ce cas. C'est le cas de Burberry, le fabricant le vendeur de manteaux de luxe, entre autres. Donc vous voyez à l'image le magasin étendard à Londres, dans lequel évidemment il se sert de vitrine pour y montrer un grand nombre de son savoir-faire. Mais peu importe le magasin, le plus important c'est la citation. C'est-à-dire que aujourd'hui, la majorité des clients qu'on rencontre essaient de faire son site web comme sont ces magasins, pour que le client qui se promène sur le site ne soit pas perdu par rapport à ce qu'il voit dans le monde réel. Chez Burberry, qui est quand même un des cas, en tout cas c'est un des cas les plus intéressants en termes de digital marketing, un des cas les plus avancés, Angela Arendt, qui est partie depuis, il n'y avait plus CEO, son objectif était, on voit que c'est l'étape d'après, c'était de rendre le magasin comme l'était son site web. C'est-à-dire d'inviter dans le magasin le monde digital pour étendre l'expérience de l'utilisateur en lui proposant disséminer. Alors on ne le voit pas, hein, ça va bien au-delà de ce grand écran qui finalement attire l'œil mais assez gadget par rapport à tout ce qui est disséminé dans le magasin. Et bien des petites touches de ce monde virtuel qui amènent un complément d'expérience et qui permet d'avoir pour la marque quelque chose d'homogène, quel que soit le monde considéré, le réel ou le virtuel. Enfin, dernière conviction, et je pense que la citation est assez parlante, parce qu'elle explique finalement pourquoi on a du mal à se comprendre sur ce qui est vraiment important dans la vie. Finalement, tout ce qui est arrivé quand on est né, on considère que c'est normal, que ça a toujours existé. Dans mon cas, la télévision, le téléphone, mais alors à l'époque, il y avait encore le cadran, il fallait tourner. Parce que comme ça a toujours existé, je considère que ça fait partie du monde.
Ce qui arrive entre 15 et 35 ans, c'est génial. C'est toute l'innovation, c'est ce qui va permettre de changer le monde et qui fera qu'il est bien meilleur aujourd'hui qu'il n'a été avant, et que finalement avant c'était nul et on pouvait pas faire grand chose. Et c'est bien souvent ce qui provoque des vocations. Et puis il y a ce qui se passe après, où finalement on se dit non mais attends, là on va pas nous le faire, ça fait 15 fois qu'on nous annonce que c'est nouveau. Ça marche déjà pas si mal, j'ai mes repères, ça fonctionne, je sais comment ça va, donc je ne comprends pas à quoi servent toutes ces innovations, qu'est-ce qu'elles m'apportent. Quand on voit ces trois phrases, on comprend pourquoi il faut finalement mixer les générations au sein d'une entreprise, de manière à faire diffuser plus naturellement finalement ces nouveaux usages qui paraissent naturels à certains et complètement farfelus à d'autres. Et au-delà de ce mix générationnel, on comprend aussi pourquoi il est important pour les digital natives, ceux qui sont le plus plongés dans cette révolution digitale, pourquoi il est important pour eux qu'on leur donne leurs outils du quotidien pour qu'ils puissent travailler, et pourquoi finalement ils ne se sentent pas forcément à l'aise quand ils doivent rester devant leur poste de travail XP au sein de l'entreprise. Voilà pour les convictions, et nous pensons que si on garde ces idées en tête, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir arriver à cette étape terminale, si j'ai envie de dire, cette definition of done dans le monde agile, le test de recette comme quoi on est bien arrivé. Finalement, on l'a formulé de manière relativement simple. Une entreprise est digitale, c'est-à-dire qu'elle a tiré pleinement parti de cette révolution, si elle a été perçue comme digitale par ses clients, et si elle est vécue en interne comme digitale par ses employés. Et je dirais même, pour ajouter, si elle est également perçue comme digitale par ses partenaires, si on reste dans cette idée d'écosystème. Donc voilà pour nos convictions. Et donc ce que je vous propose maintenant pour conclure, c'est de voir rapidement ce qu'il faudrait, selon nous, déclencher pour passer de toutes ces opportunités jusqu'à pour que ce test de recette soit concluant. Alors premier point, première chose à faire absolument pour démarrer, si c'est pas déjà fait d'ailleurs, parce que c'est probablement heureusement déjà fait dans beaucoup d'entreprises, c'est de savoir si c'est un sujet prioritaire dans l'agenda de vos dirigeants. Pourquoi ? Parce que si c'est pas le cas, on va pas se mentir, mais ça va être un peu compliqué, puisque de cette réponse découle quand même un certain nombre de moyens et d'orientations sur lesquels il va être difficile de pouvoir faire beaucoup de choses, même si on peut quand même faire un petit peu de bricolage. Donc ça, c'est une réponse extrêmement importante, en sachant que évidemment, il y a plein de façons d'y répondre, mais si c'est un sujet qui intéresse, c'est toujours facile de faire une présentation en profondeur à un petit groupe de personnes clés qui pourront être ensuite les ambassadeurs pour expliquer à l'ensemble de l'entreprise que à quel point ce mouvement de fond est important. Donc première possibilité, ça peut être ça, hein, s'il faut convaincre plus en détail, donc identifier des personnes clés et ensuite s'en faire des alliés. Ou alors, si c'est déjà le cas, c'est une phase plus classique de formation et d'accompagnement à travers des présentations d'outils, mais aussi d'opportunités, de marketing. Je vais vous montrer quelques exemples de ce qu'on peut faire, qui doit viser l'ensemble de l'entreprise pour mettre tout le monde à niveau et s'assurer aussi que tout le monde ait le même vocabulaire, parle de la même chose. C'est souvent un des points qu'on remarque comme étant le plus difficile. Alors pour créer cette dynamique, ce qu'on a observé dans les communiqués de presse qui sont parus depuis un an et demi, c'est l'apparition des Chief Digital Officers. Alors sur un montage plus ou moins similaire, mais pratiquement tout le temps rattaché au COMEX. Alors je trouve cet article vraiment intéressant, et c'est pour ça que je vous l'ai mis. Je ne vais évidemment pas vous le lire, mais vous en donnez la substance.
Et je partage totalement cet avis, c'est-à-dire que finalement on peut se demander à quoi ça sert, puisque beaucoup de choses est numérique. Pourquoi créer un département du numérique? La personne dit on n'a d'ailleurs pas créé un chief electricity officer quand on a inventé l'électricité. On n'en a pas eu besoin tellement ça paraissait évident. Alors c'est probablement le cas pour le chief digital officer. On n'en aura peut-être pas besoin demain, mais ce qui est sûr, c'est que si ça peut permettre de regrouper des forces vives et de déclencher une dynamique, ça peut être intéressant de le créer en transition, et ensuite, une fois que la dynamique est amorcée, revenir à une organisation plus classique. Donc là, cette fédération au travers d'une personne qui vient porter la voix au COMEX, au board de l'entreprise, de l'importance du sujet, nous paraît importante, au moins en phase transitoire. Alors ensuite, pour convaincre au sein de l'entreprise, je vais vous présenter que deux, trois exemples rapidement. Vous avez ici la version L'Oréal. Donc chez L'Oréal, ce qu'ils ont fait, c'est une forme de stage commando, opération commando en 5 jours. Vous avez un article dans les Échos, je pourrais vous donner si ça vous intéresse, qui vous détaille un petit peu ce qu'ils y ont fait. Ils ont pris 40 personnes, 40 cadres du digital de l'entreprise. Et ils les ont réunis pendant 5 jours pour travailler le sujet. Avec un programme assez clair, l'écoute des réseaux sociaux. Tous ne sont pas utilisateurs, donc ça leur permettait de comprendre à quoi ça servait à travers l'usage. Sachant que c'est des gens du digital, mais ils n'étaient pas forcément au courant de comment ça fonctionne. Savoir comment optimiser le web marketing. Donc c'était essentiellement notre travail autour des moteurs de recherche, et puis de la publicité, de la performance de la publicité sur le web. Un troisième jour très orienté, on va dire, gadget, avec Google Glass, Oculus Rift. Il y avait plusieurs technologies nouvelles. Jeudi, un hackathon, c'est-à-dire un concours où l'école 42 venait faire des applications, en sachant que les équipes étaient composées d'un mixte entre les étudiants et puis ces cadres. Justement pour les immerger dans le monde quelque part start-up d'aujourd'hui, et voir comment fonctionnait une autre génération. Et puis dernier point, c'était un travail sur la logique e-commerce. Donc pour eux, c'était de repenser la vente des produits de coiffure, parce qu'il y a ceux qui les produisent, il y a le canal de distribution, le magasin, et puis le client final. Donc il y avait tout un travail autour du business model, un business model plus direct. Donc voilà pour ce séminaire. On l'a trouvé assez intéressant, en tout cas, de montrer, même s'il est sur un sujet précis, à savoir digital marketing, de choses qu'on peut faire assez facilement, finalement en temps relativement ramassé, mais pour toucher un grand nombre de personnes. Alors, à une échelle plus modeste, je vais vous présenter 2 exemples d'Octo. Premier exemple, la curation, donc c'est-à-dire la sélection d'articles qui nous paraissent faire sens et dont tout le monde devrait avoir entendu parler et connaître en tout cas le sujet pour ceux que ça intéresse. Donc ce qu'on fait, c'est assez simple, c'est à travers cet outil, une personne qui considère qu'un article est de bonne qualité le diffuse par ce canal et touche ainsi les gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt. C'est quelque chose d'assez simple mais très puissant pour faire travailler sur l'objectif dont je vous parlais tout à l'heure, qui est que tout le monde partage un même vocabulaire commun. Deuxième outil qu'on utilise, alors la curation, finalement ça demande assez peu de temps, puisque c'est une sélection d'articles qui est fait au fil de l'eau par rapport à ce que lisent les gens, mais finalement le pousser à un ensemble est assez facile. Deuxième exemple, qui est plus long pour le coup, puisqu'il y a une véritable création de contenu, c'est de faire des présentations et de les diffuser à tous. Et donc on a construit un deuxième outil, où là il s'agit de ce on l'a baptisé Octo TV. C'est en fait un portail sur lequel on s'affiche l'ensemble des contenus qui ont été faits chez Octo, filmés. Donc par exemple ce petit déjeuner se retrouvera pour nous dans cette catégorie-là. Et ça permet à ceux qui n'ont pas pu venir de voir avec le son, cette fois-ci, en plus du texte, ce qui s'est dit. Et donc c'est une source à nouveau de diffusion de contenu
et qui permet comme ça de garantir une homogénéité au sein de la population de l'entreprise. Deuxième point qui nous paraît important en termes sur la route de la digitalisation, c'est de trouver une direction. Alors, pour trouver une direction, la direction, on vous propose une deuxième définition qui sert finalement à se positionner. Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que je me positionne par rapport aux autres? Et on a défini notre maturité finalement sur le thème du digital comme le croisement entre des inspirations, et vous allez voir, on va retrouver dans les inspirations ce qu'on vous a présenté dans les exemples, et puis une capacité d'exécution. Et derrière cette notion de capacité d'exécution, vous retrouvez la qualité, l'exigence dans la réalisation qui fait que si une bonne idée vaut 1, seule une idée bien exécutée vaut 100. Alors, si on le met avec un cadran finalement assez classique dans le monde du consulting, où on croise toutes ces inspirations avec cette capacité d'exécution, les moyens dont on dispose, on voit apparaître 4 zones. Une zone ici de grand danger, c'est-à-dire une entreprise qui finalement a assez peu d'idées et une capacité d'exécution très perfectible, qui évidemment va être difficile à sauver à moins d'une grande secousse. Mais surtout, on va apparaître 2 zones qui sont assez intéressantes. Donc une zone ici de statu quo qui définit une entreprise qui n'a pas spécialement d'idées nouvelles, mais par contre qui a une bonne capacité d'exécution, donc elle est toujours capable d'améliorer en continu ses produits, mais de manière assez plan-plan, assez simple. Mais à qui il manque finalement des idées pour véritablement décoller. Et puis on voit une autre zone, ce que j'ai appelé la zone du gâchis, c'est peut-être un peu fort, mais c'était volontaire. C'était pour dire que c'est une bonne idée, si on l'a, mais qu'on ne sait pas la mettre en œuvre, les clients n'y reviendront pas. Et donc quelque part, ça revient à gâcher une opportunité, faute de savoir l'exécuter. Et ce qui est important à noter sur ce graphique, c'est que le temps pour passer de là à là, ou de là à là, n'est pas du tout le même. Parce qu'on peut relativement facilement aller s'immerger, s'ouvrir aux opportunités, voir ce qui existe. On peut relativement facilement, se déplacer vers le haut du graphique. En revanche, s'améliorer sur la capacité d'exécution, ça nécessite de remettre bien souvent en cause un certain nombre de façons de travailler ou de renforcer ses moyens, et c'est beaucoup plus long. Alors pour illustrer ça, je vous ai remis le slide des inspirations où il y a tous les axes sur lesquels on peut trouver des idées, en sachant d'ailleurs que pour trouver des idées, ça apparaît dans un des exemples, évidemment on n'est pas obligé de rester dans une des catégories, il y avait pas mal d'exemples qu'a présenté Olivier tout à l'heure, où ça croisait une modification de notre rapport au temps, de notre rapport à l'espace, un mélange avec les données, etc., la connaissance. Et puis on a cette idée de capacité d'exécution de moyens, et à travers cette photo qui permet de se positionner, l'idée c'est de savoir si on dispose des bonnes technologies, si on dispose des bonnes compétences. Est-ce qu'on a par exemple embauché des data scientists, est-ce qu'on a des community managers, est-ce qu'on est équipé sur l'axe marketing. On parlait tout à l'heure d'engagement de réponse sur Twitter en 30 minutes, mais est-ce qu'on a les moyens humains de pouvoir répondre en 30 minutes sur Twitter, parce que ça draine un grand nombre de conséquences. Ça revient finalement à faire un niveau de type call center à l'intérieur du département marketing, avec des gens qui sont là, on va dire, de 7h du matin à 22h pour répondre aux tweets, voire plus, si on veut assurer encore plus de services. Et ça, au sein du département communication, le changement est énorme. Est-ce qu'on a la capacité de le faire? Est-ce qu'on a envie de le faire? Ça, on verra dans le dernier point. Et puis, un gros point sur les méthodes de travail, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'il fallait aller toujours plus vite pour être en phase avec ses clients, aller chercher le feedback, mais est-ce que nos méthodes de travail permettent ou encouragent ce type d'approche?
Est-ce que notre organisation le permet? Imaginons une organisation extrêmement segmentée qui partirait du métier, du représentant métier, la MOA, la MOE, l'équipe chargée de mettre en production, l'équipe chargée d'infrastructure. On voit que ce type d'organisation extrêmement cloisonnée est peu propice, puisqu'il faut à chaque fois passer des étapes. Et donc, à moins qu'elles soient extrêmement huilées, ces étapes, forcément, ça prend du temps. Et donc ce cliché qu'on vient faire sur ces ensembles d'axes permet de savoir justement où se trouve l'entreprise et ce qu'il faudra changer pour tirer parti au maximum des inspirations qu'on pourrait avoir. Alors dernier point sur les questions, hein, la question à se poser, c'est finalement quelle stratégie doit-on mettre en œuvre, ou peut-on mettre en œuvre d'ailleurs. Alors sur ce point, mauvaise nouvelle, il faut probablement pas une stratégie, mais 3. Pourquoi 3 ? Pourquoi 3 ? Parce qu'il y a 3 niveaux, avec 3 objectifs différents, mais qui tous doivent se répondre et se synchroniser pour être homogènes. D'abord, une stratégie à l'époque digitale. L'entreprise, c'est pas parce qu'il y a eu la digitalisation qui est arrivée et qui change pas mal de choses qu'elle doit renoncer à tout ce qu'elle faisait avant. Donc, il y a une première réflexion, c'est comment on l'amorce, comment ça s'articule. Reprenons l'exemple de Burberry, comment on arrive à faire le travail sur les deux mondes. Deuxième point, quelle est notre stratégie sur le monde du digital ? Donc là, on voit que beaucoup ont choisi d'en faire une direction dédiée pour porter cette stratégie. Et puis, alors là, j'ai illustré la DSI, mais on aurait pu mettre d'autres directions. Et puis, dans les directions qui vont apporter des moyens, de la compétence, qu'est-ce que ça veut dire le digital ? De quoi ont-ils besoin ? Que leur faut-il ? Et ces 3 stratégies vont se faire, évidemment, c'est pas possible de les faire en même temps, donc vont se faire à des moments qui seront légèrement désynchronisés, mais dont elles devront en permanence, ou en tout cas le plus souvent possible, s'assurer qu'elles sont bien en phase. Et c'est ce que représentent ces flèches, ces moyens de rencontre entre ces différentes strates pour s'assurer qu'on est bien en face. En sachant qu'évidemment, ça continue avec le monde extérieur et ça continue avec tous les employés qui peuvent aussi apporter des idées. Donc c'est un travail qui sera à remettre en permanence sur le coup. Deux questions clés pour nourrir ces stratégies. Finalement, c'est comment reprendre la main, parce que il y a tellement de possibilités, tellement de choses à tenter. On vous a présenté des choses ce matin, mais on n'a pas parlé, rendez-vous compte, on n'a pas parlé des e-beacons qui vont probablement autant révolutionner le marketing à travers le push dans les magasins que l'on fait la géolocalisation quand on est en extérieur. On n'a pas parlé des imprimantes 3D qui sont là. Et a priori, j'en ai vu une, je ne me souviens plus de son nom, mais qui pourrait être la première imprimante 3D domestique qu'on aurait à la maison. On ne peut pas tout faire parce que nos moyens sont limités. Donc la première question qui doit nourrir cette stratégie, c'est qu'est-ce qu'on ne fera pas ? Qu'est-ce qu'on va laisser passer ? Comment on va faire pour se dire, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5 niveaux de technologiques successifs, tant pis, on va bypasser les 4 premiers, on va sauter les 4 premiers, on va aller directement au 5e, parce qu'on ne peut pas tout faire. Ça, c'est la première question, il faudra se la poser à tous les niveaux. Deuxième point, quel compromis peut-on accepter ? Le compromis, ça va être de dire jusqu'où je vais, où est-ce que je m'arrête dans une fonctionnalité, dans la richesse, dans le perfectionnement. Ça doit rester de qualité, mais ça ne doit pas prendre trop de temps pour le faire, puisque sinon on va rater le moment où on sera en phase avec le client. Donc quel est finalement le bon niveau auquel s'arrêter ? Donc ça, c'est les deux interrogations qu'il faut avoir pour mener à bien ces stratégies, puisqu'on est dans un monde où les moyens sont limités, évidemment. Et puis on a des opportunités tactiques qui peuvent permettre de compléter finalement ces stratégies.
Je vous ai mis 2 exemples, c'est pas du tout exhaustif. Bring Your Own Device, parce que c'est relativement facile et ça peut amener, à travers ces outils qu'on met à disposition de tous, des outils qui nous parlent, une forme de liberté et puis peut-être de nouvelles idées aux employés. Le cloud, j'en ai parlé tout à l'heure, en accélérateur pour tout ce qui est prototypage, bien sûr, et puis aussi en solution pour réduire ses coûts ou lisser ses coûts, en tout cas au moins au début en n'investissant pas, puis au moment où ça fonctionne, en changeant, en adaptant son offre de service par rapport à ses moyens. Donc au final, la transformation de l'entreprise en réponse à cette révolution digitale que nous vivons, nous pensons qu'elle doit démarrer le plus tôt possible parce qu'elle sera longue. Le temps de changer, enfin, si on voit tous les segments qu'on pense à devoir adresser pour en tirer pleinement parti, ça va prendre très longtemps, c'est pas grave. Autant démarrer dès maintenant, en sachant qu'on a des opportunités ou des stratégies un peu plus court terme qu'on peut mettre en œuvre pour compléter. Ça a été le cas, par exemple, dans le monde bancaire avec les banques en ligne, sous forme de filiarisation de cette activité. Donc ça peut être une façon à court terme d'avoir une offre digitale en complément ou en attendant que la transformation soit effective. Et puis autre possibilité, peut-être encore plus court terme pour la partie acquisition, un peu plus longue pour l'intégration, c'est l'achat d'idées, l'achat de start-up. On voit que ça se fait beaucoup aujourd'hui, on en entend parler énormément. Et pas que par des grands groupes, pas que par des grands groupes américains. On peut y aller chercher la technologie, on peut y chercher des clients, on peut y chercher une forme de buzz. Mais en tout cas, ça peut combler ou ça peut permettre de compléter le temps qu'il faudra pour se transformer. Voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là. Finalement, on finit sur ça, hein, le changement c'est maintenant. Voilà, si vous avez des questions, on vous écoute. Merci. On vous a tous endormis, il n'y a pas de questions? Pour réveiller tout le monde. Oui, vous avez une de vos convictions, j'ai noté, c'est, je la cherche, être intransigeant sur la qualité. Une des pratiques des géants du web, c'est aussi test and learn. Donc, je voulais savoir si pour vous il y avait opposition ou complément, et si oui, comment. Alors, il n'y a pas opposition parce qu'en fait, ils font beaucoup moins de choses pour faire test and learn. C'est sur des beaucoup plus petits périmètres. Et donc, on peut garantir relativement rapidement de la qualité sur des petits périmètres. Ce qu'on ne peut pas garantir, c'est de la qualité sur des très grands périmètres. Et d'ailleurs, quand ils vont vite, ils livrent finalement très peu. Quand on dit qu'ils livrent tous les jours, c'est très peu. C'est un tout petit changement. Mais plutôt que de faire un très gros changement tous les 3 mois, ils vont en faire de très petits, très fréquemment. C'est beaucoup plus facile de garantir la non-régression. Il y a beaucoup moins de tests à faire que quand on a des très très grands bouleversements dans une application ou dans des services. Bonjour, moi ma question c'est, dans mon cas on a des dirigeants qui sont plutôt non favorables à la digitalisation. Quels seraient vos conseils pour les amener à changer de méthodologie, ou est-ce que vous, Octo, vous proposeriez des déjeuners ou des journées ou des semaines, des séminaires d'accompagnement pour les inciter, sachant que bien évidemment ce sont des dirigeants donc ils n'ont jamais de temps. Alors effectivement c'est un problème que je connais, parce que j'ai un client en ce moment, une de nos missions c'est de pas de convaincre, mais de sensibiliser un comité de direction d'un groupe international qui fait 10 000 personnes, des gens qui connaissent même pas Twitter, qui connaissent à peine Facebook, non pas Facebook, c'est pour les jeunes, j'ai pas ça. Donc faire comprendre à ces gens-là qu'à un moment ou un autre, il va falloir qu'ils proposent peut-être, sûrement, du service client à leurs clients via Twitter, et ils ont ça aujourd'hui. Il y a des clients qui remontent des informations du terrain
il s'est passé ça s'est pas bien passé, j'aurais envie de ça, et du coup il n'y a aucune réponse derrière, ou des réponses qui ne sont pas contrôlées parce que certains employés de ce groupe commencent à faire des réponses dans différents pays, mais rien de coordonné, ça échappe un peu à leur contrôle, pas de mesure et de suivi de la e-réputation, parce qu'on est passé un peu rapidement, mais la e-réputation c'est quelque chose à surveiller et à gérer. Donc pour faire ça, comme le disait Olivier tout à l'heure, il y a une phase d'acculturation digitale qui passe par tous les membres de l'entreprise. Et pour le COMEX, c'est la même chose, les sensibiliser, ça passe par des séminaires. Nous on fait ça, on va voir des COMEX en leur présentant ce genre de choses, en leur présentant des choses spécialisées. Vous avez vu l'exemple dont Olivier vous a parlé chez L'Oréal par des stages commando. Typiquement, mettez votre COMEX, créez-leur un compte Twitter, montrez-leur un compte Twitter, regardez. Qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise? Qu'est-ce qu'on dit sur nous? Qu'est-ce que disent les gens? Qu'est-ce que remontent les gens? Qu'est-ce que veulent les gens? Déjà, ça peut faire prendre conscience. Ça passe par des petites actions comme ça, petit à petit. Et ensuite, donc une sensibilisation que c'est là, ça existe, et que si on veut survivre, il faut qu'on se positionne aussi, parce que si on ne le fait pas, les concurrents le feront à notre place. Alors, je ne connais pas votre business, mais pour beaucoup de gens, si on ne le fait pas, les concurrents le feront à notre place. Donc ça passe par de la sensibilisation, la prise de conscience dans une première étape, et ensuite de montrer le champ des possibles. Regardez ce que les autres font, qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dessus, quelle valeur nous on pourrait apporter, déjà pour rattraper le train, et après pour proposer avoir un train d'avance, un wagon voire un train d'avance. Voilà les conseils que je peux donner. Et pour répondre à la question, oui, Octo, on fait ça. La question de la R&D là-dedans, parce que s'il faut avoir un train d'avance, ça veut dire qu'il faut avoir des idées. Comment on va les chercher, comment on les met en œuvre, comment elles s'articulent aux différents steps. Alors, il y a une évolution on voit une évolution de la R&D traditionnelle. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus faire de R&D traditionnelle avec des process longs pour trouver de nouveaux produits. Je pense à des produits manufacturés, la recherche pharma, la recherche sur des produits alimentaires, ce genre de choses. Mais ce qu'on voit émerger, c'est une R&D nouvelle génération, beaucoup plus rapide. Et comment faire cette R&D? En gros, c'est comme les exemples le disaient tout à l'heure, c'est demander aux gens. Se mettre en capacité de demander aux gens, aux clients, aux gens qui vont acheter le produit. Et si on arrive à se mettre en capacité à faire ça, j'allais dire, c'est beaucoup un peu réducteur, mais c'est beaucoup plus facile, parce que on est quasiment sûr que le produit qui va être proposé va convenir aux gens, puisque c'est eux qui l'ont demandé. Vous voyez, on inverse les choses. Au lieu de se dire qu'est-ce qu'on pourrait proposer aux gens, si je prends l'exemple du groupe dont je vous parlais tout à l'heure, ces gens-là n'utilisent pas forcément leurs produits. Alors qu'ils ont des tas de clients qui utilisent leurs produits tous les jours. Et quand vous voyez ces clients-là qui arrivent au comptoir face aux employés de la compagnie, ils disent « Ah, j'aimerais bien avoir ça, j'aimerais bien avoir ça ». Sauf que quelque part, la R&D, c'est eux qui la font. Parce qu'ils utilisent, voilà ce qui m'améliorerait la vie, voilà ce qui m'apporterait du service. Donc cette R&D nouvelle génération, c'est d'arriver à récupérer l'information essentielle des consommateurs finaux, des clients finaux, pour capitaliser dessus et pour pouvoir proposer les bons services. Pour compléter, en termes de moyens, je dirais un environnement bac à sable, mais relativement réaliste, du budget, mais pas forcément beaucoup, et du temps. Le temps est à la limite presque plus difficile à obtenir que le budget. Quelque chose de relativement organisé avec des cycles où on vient présenter son innovation. Je dirais aussi quelque chose de plus incarné, avec c'est ce que je présentais avec la partie vie ma vie, aller sur le terrain, et ça veut dire que la cellule d'innovation ne doit pas rester dans son labo ou faire que des conférences ou des séminaires ou je ne sais quoi. Elle doit aller, je sais pas, si on prend une banque, dans ses agences, où elle doit s'inspirer de son expérience en tant que client. Et puis un dernier point en termes d'informatique, si on prend tous les exemples autour de la co-création, c'est des plateformes disposer de plateformes d'échange où les deux parties peuvent communiquer, et puis d'API par exemple. Si on prend le cas de BBVA
la banque espagnole qui a fait son concours autour de ces données de transactions bancaires, où elle a mis à disposition des API permettant d'aller les manipuler, ces données, ce qui permet ensuite à des externes de faire des prototypes d'applications. Pour vous donner une idée, le gagnant du concours BBVA, il a fait une application de planning où en gros il vous dit dans quel magasin ou dans quel site il valait mieux aller à Madrid en fonction des transactions. En gros, il détectait que plus il y avait de transactions, c'était assez simple, hein, plus il y a de transactions, plus il y a de clients à un instant T à un endroit, et donc préférait y aller à un autre moment. C'était ça un peu l'idée, mais c'est pas forcément des choses qui seraient venues naturellement à la banque. Voilà un petit peu pour répondre. Mais plus que jamais de la R&D évidemment, avec un espace sanctuarisé. Eh bien, si vous n'avez plus de questions... Ah, si. Pardon. C'est Olivier, le spécialiste des voitures, il va vous répondre. Non. Non. Alors, pour la petite histoire, on parlait de réseaux sociaux, des clients me parlaient de est-ce qu'on peut commander des choses, avoir une relation, faire des réservations, ouvrir des comptes sur les réseaux sociaux. Donc j'ai posté sur Twitter un peu une bouteille à la mer en disant le week-end de Pâques je vais voir ma famille à Marseille, j'ai besoin d'une voiture de location. Hâte. J'ai cité tous les loueurs de voitures de la place. Certains ne m'ont pas répondu. Ils n'ont pas su que je voulais faire quelque chose. D'autres m'ont répondu en m'orientant vers leur centre de réservation. Et j'ai eu un autre loueur qui m'a envoyé un message en direct en me disant envoyez-moi par direct message vos demandes de location de voiture et je vous donnerai un prix et je vous dirai ce que je peux faire pour vous. Donc sur toutes les marques de location de voiture. Et ce qui est amusant, c'est que c'est un loueur de voiture anglais qui m'a proposé de me faire une réservation pour Marseille via Twitter. Voilà. Bon, j'ai pas été au bout parce que j'avais déjà une voiture, j'avais déjà loué une voiture, mais l'expérience est intéressante parce que si j'avais voulu louer une voiture, typiquement, j'ai un petit déj à préparer, j'ai des clients à aller voir, j'ai pas le temps de m'en occuper, je balance une bouteille à la mer en disant j'ai besoin d'une voiture, il y a quelqu'un qui me répond et qui me facilite la vie et qui me propose ça. À la limite, si j'avais pas eu la voiture, pourquoi j'irais voir ailleurs ? Ces gens-là, ils me proposent, ça se passe tout seul, ça me facilite la vie, j'ai pas à aller sur un site à chercher les voitures, les machins, et ça se fait tout seul. Et donc dans le message de tout à l'heure en disant si vous ne le faites pas, vos concurrents le feront, il y a des gens qui font ça aujourd'hui. Et alors je crois que c'est, je ne sais plus quelle banque, j'ai plus exactement en tête, mais il y a une banque qui répond directement à ses clients en disant si tu veux ouvrir un compte, viens chez moi, voilà ce que je te propose. À un moment ou à un autre, il va y avoir une disruption du canal, il va falloir passer par un canal un peu différent pour échanger des papiers, ce genre de choses. Mais le début du process, au moins, il existe par les réseaux sociaux. Très bien, merci beaucoup et puis bonne journée à vous. Merci.